Comment endiguer le déclin de l'Europe? Donc voilà, alors je commence par Mario Draghi, qui est un peu ma référence sur les questions européennes, qui est quelqu'un dont je suis très proche, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur son rapport. Et comme il explique très bien dans un discours récent, je cite Mario Draghi, « L'Union européenne a cru que sa taille économique, forte de 447 millions de consommateurs, lui assurait un pouvoir géopolitique et une influence sur les relations commerciales internationales. Cette année restera dans les mémoires comme celle où cette illusion s'est évaporée. » Je crois que tout le monde a en mémoire le club de golf de Trump en Écosse et d'autres épisodes qui montrent de manière éclatante où en est l'Europe par rapport aux États-Unis. Pourtant, les voyants rouges ne manquaient pas. Premier voyant rouge, le déclin de la croissance. Entre 1945 et la fin des années 80, le PIB par tête de l'Europe rattrape en partie le PIB par tête américain. C'est une croissance par la convergence, par l'imitation. On reconstitue notre stock de capital avec le plan Marshall. Grâce au niveau éducatif en Europe, on rattrape la révolution technologique des années 20 aux États-Unis. Donc on rattrape en partie les États-Unis de 1945 à 1985. Et depuis la fin des années 80, au contraire, l'écart de PIB par tête se creuse entre les États-Unis et l'Europe. Et actuellement, la croissance de notre productivité est 2 fois moindre que celle de la productivité américaine. Ça, c'est le premier voyant rouge. On convergeait, maintenant on décline en croissance, en PIB par tête. Le second voyant rouge, on sous-investit en recherche-développement. L'Union européenne ne consacre que 2% de son PIB aux dépenses de R&D, contre 3,4% aux États-Unis. L'écart de 1,4, comme mon collègue Antonin Bergeaud, prix du meilleur jeune économiste, l'explique très bien, cet écart de 1,4 points représente l'intégralité des dépenses de recherche publiques et privées, France-Allemagne réunies. Ça représente également l'équivalent de 40 CNRS, de 10 NASA. Vous voyez que l'écart est abyssal entre les dépenses de R&D américains et européens. Mais ce n'est pas juste le montant des dépenses, c'est l'allocation des dépenses. C'est le troisième voyant rouge. On investit mal en R&D en Europe. Aux États-Unis, le high-tech, c'est-à-dire les services informatiques et logiciels, l'IA, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les biotech, les high-tech plus généralement. Je prends un peu d'eau. Je suis désolé parce que je me déshydrate. C'est toujours mon problème. Ça, c'est... That's age. Ah là là, l'eau, c'est merveilleux. Donc, je disais qu'aux États-Unis, le high-tech, c'est-à-dire les services informatiques et logiciels, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les biotech, tout ça, ça représente 85% des dépenses privées de R&D aux États-Unis. D'accord? Par contraste, l'Europe, donc eux, ils sont dans le high-tech, innovation de rupture. Et nous, l'Europe, on concentre nos efforts sur l'innovation incrémentale dans les secteurs traditionnels, mid-tech, notamment l'automobile. Je n'ai rien contre l'automobile, qui représente près de 50% des dépenses privées européennes totales en R&D. Donc eux, ils sont allés dans le high-tech rupture et nous, on reste dans le incrémental traditionnel. Les 5 entreprises les plus innovantes aux États-Unis aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'en 2000, qu'il y a 25 ans. En Europe, c'est les mêmes. Il y a de la destruction créatrice là-bas, il n'y en a pas chez nous. D'accord ? Dès lors, faut-il s'étonner que la quasi-totalité des grandes plateformes numériques soient américaines ou chinoises ? Que l'Europe ne compte que 145 licornes contre plus de 800 aux États-Unis. Et cela, malgré nos incontestables atouts. Nos mathématiciens, nos ingénieurs, nos informaticiens sont parmi les meilleurs du monde. Et les innovations de rupture citent pour l'essentiel de la recherche qui a été faite en Europe. Mais cette recherche ne se traduit pas par de l'innovation de rupture en Europe. C'est ça le drame de l'Europe. Comment en sommes-nous arrivés là? Et le diagnostic est clairement établi par Mario Draghi dans son rapport. D'abord, on n'a pas de marché unique des biens et services. Trop de réglementation par chaque État membre sur ce marché des biens et services. C'est ce qu'on appelle le gold plating. Deuxième barrière, en fait, si je peux vous donner une idée, ces barrières internes sur le marché des biens et services équivalent à des droits de douane de 64% sur les machines et de 95% sur les métaux. Les droits de douane de Trump, c'est rien du tout comparé aux droits de douane internes au sein de l'Europe.
D'accord ? Le second obstacle mis en évidence par Draghi, un écosystème financier inadéquat. On a trop peu de capital risque en Europe, quasiment pas d'investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds de retraite, et des banques qui sont entravées dans leur capacité à titriser les prêts courants pour prêter davantage. Enfin, le troisième élément, c'est qu'on a des politiques publiques d'aide à l'innovation mal conçues, mal ciblées, mal évaluées. Je ne suis pas contre le crédit impôt recherche, mais il faut l'évaluer et peut-être l'améliorer. Je ne veux pas le réduire. Mais dès qu'on touche au CIR, mais tout de suite, on vous dit, mais je délocalise tout de suite. Donc, il faut évaluer nos politiques d'aide à l'innovation. Alors, l'idée, c'est que face au diagnostic Draghi, comment réagir ? Alors, on dirait, ben, évidemment, mettons en œuvre les recommandations du rapport Draghi. Parachevons le marché unique. Mais c'est compliqué de convaincre chaque État membre de renoncer à ses propres réglementations. Ça pose des problèmes d'économie politique. Deuxième chose, dotons-nous d'investisseurs institutionnels. Mais c'est compliqué avec nos systèmes de retraite par répartition. Troisième chose, réformons nos systèmes de subvention à l'innovation. Mais je vous ai dit à l'instant, je me heurte immédiatement à un chantage à la délocalisation dès que je touche d'une virgule au crédit impôt recherche. D'accord ? Voilà. Donc, est-ce à dire que nous sommes bloqués, qu'il n'y a rien à faire ? Ma réponse est non. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'on n'y arrivera pas si on procède directement à 27. Il ne faut pas le faire directement à 27. Enfin, en tout cas, la plupart des choses. Il va plutôt falloir bâtir une coalition de ceux qui veulent. En anglais, on dit coalition of the willing. La coalition des... Alors, je ne sais pas comment je pourrais le traduire, la coalition. Hein ? De bonne volonté, de la bonne volonté, voilà. La coalition de la bonne volonté. Aujourd'hui même se tient un sommet franco-allemand. Eh bien, moi, mon espoir, c'est que de ce sommet, on dise la chose suivante. Pour impulser une nouvelle politique industrielle pro-innovation, créons une DARPA franco-allemande, des DARPA. Une DARPA dans la défense, peut-être une autre sur l'énergie, peut-être une autre sur la santé, au niveau franco-allemand déjà. Pour accélérer la construction d'une infrastructure européenne de l'intelligence artificielle, France-Allemagne, créons une gigafactory franco-allemande de l'IA. Pour hâter la convergence vers un véritable marché unique de l'innovation, mettons en place un cadre juridique et réglementaire unique pour les start-up high-tech françaises et allemandes. Enfin, inspirons-nous de l'exemple suédois pour faire ensemble, français et allemands, émerger de nouveaux investisseurs institutionnels. En Suède, c'est formidable, ils sont très malins. Malgré le fait qu'ils ont un système par répartition, ils ont trouvé le moyen de créer des investisseurs institutionnels. En Suède, 2,5% du revenu imposable des Suédois est automatiquement alloué à des fonds de pension, ce qui permet au marché des introductions en bourse d'exploser, avec plus de 500 introductions en bourse en 10 ans, surpassant l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne réunis. Donc moi, je pense que la France et l'Allemagne ensemble devraient imiter l'exemple suédois sur les investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est le début. Donc je pense que cette Europe, on ne la fera pas à 27, on la fera coalition of the willing. Et on a la chance d'avoir un gouvernement allemand qui rompt avec le dogme de l'équilibre budgétaire. Merz, inspiré par Jacob von Weizsäcker notamment, c'est une nouvelle Allemagne, c'est une Allemagne avec laquelle on peut faire des choses, qui veut investir finalement. Et autre chose, c'est qu'on a une Grande-Bretagne qui accepte de se rapprocher à nouveau de l'Europe et d'entreprendre des projets communs. Donc pourquoi pas un trio France, Allemagne, Angleterre, et puis après auquel se joindraient d'autres pays. Quant à l'Union européenne en tant que telle, elle a un rôle important à jouer pour permettre à d'autres États membres de rejoindre la coalition. Mais elle doit repenser sa doctrine économique. Je ne veux pas m'étendre sur la doctrine économique européenne. Tout ce que je veux dire, c'est qu'elle a été mise en place à la fin des années 80. C'est une doctrine d'inspiration hayekienne. J'aime beaucoup Hayek, il y a beaucoup de bonnes choses dans Hayek. Mais sur l'Europe, il y avait vraiment cette idée qu'il faut avant tout empêcher les gouvernements des États membres de céder aux pressions politiques locales. Cette doctrine a fait de l'Europe un géant réglementaire et un nain budgétaire. Ça, c'est le problème de l'Europe. Nous sommes un géant réglementaire et un nain budgétaire. La France peut-elle vraiment peser pour faire évoluer cette doctrine ? Pas tant qu'elle n'aura pas mis de l'ordre dans ses comptes publics. Le plan Bayrou est certainement amendable, mais pourquoi d'emblée le rejeter en bloc ? Il sollicite une contribution de l'ensemble des revenus. Il prolonge la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il laisse la porte ouverte à de nouvelles mesures fiscales, à commencer par l'établissement d'une taxe sur les holdings financières.
Et surtout, l'effort demandé aux Français par le plan Bayrou est bien inférieur aux purges qui ont été administrées par nos voisins européens, que ce soit l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, la Grèce, l'Italie. Et c'est très inférieur ce qu'ils demandent comme effort à ce qui serait le coût de l'inaction. Parce qu'il faut toujours que les gens comparent qu'est-ce que le plan Bayrou me demande, ou un plan Bayrou amélioré, et quel serait le coût de l'inaction. Qu'est-ce que c'est le coût de l'inaction? À court terme, une montée de l'incertitude économique qui risque de faire brusquement monter nos taux d'intérêt. À plus long, nos spreads, à plus long terme, le coût de l'inaction, c'est l'impossibilité de retrouver les marges nécessaires pour investir dans l'innovation et la croissance de demain, et pour retrouver une voie en Europe. Et ça, c'est encore beaucoup plus important. Donc, il y a un énorme coût de l'inaction. Nos dépenses sociales par habitant, j'en arrive à la fin, nos dépenses sociales par habitant sont comparables aux pays scandinaves. Mais en proportion du PIB, elles sont bien supérieures. Pourquoi? Parce que notre PIB par habitant est plus faible que celui de nos voisins. Alors, que faire à ce moment-là? Alors, il y a une première solution, on réduit les prestations, ou du moins on en ralentit la progression. On va être obligé de le faire un peu à court terme. Mais tout miser sur cette solution de réduire les prestations, c'est à terme mettre en cause notre modèle social. Ça ne peut pas être le levier principal à long terme. Le deuxième levier pour résoudre notre problème budgétaire, c'est d'augmenter les impôts, ce qu'on va devoir faire en partie à court terme. Mais tout miser sur l'impôt va finir par produire un effet d'offre négatif. Il y a ce qu'on appelle en économie la courbe de l'affaire. D'accord? Donc ça, et nous sommes déjà parmi les pays développés qui taxons le plus avec le Danemark et le Luxembourg. Donc on peut réformer la fiscalité. Mais la marge n'est pas énorme. Il faut en faire un peu. Mais ce n'est pas ça qui va, à terme, régler le problème budgétaire. Donc la troisième solution, et qui est la plus prometteuse, qui est la seule sortie par le haut, c'est d'augmenter le PIB par habitant. Et comment vous augmentez le PIB par habitant? Eh bien, il n'y a pas 36 façons. Vous augmentez le taux d'emploi et vous augmentez le taux de croissance. Et donc, donnons nos chances aujourd'hui, en surmontant cette crise budgétaire, eh bien, de nous donner les marges, de nous donner les moyens d'investir sur davantage d'emplois et de croissance. Je voudrais juste terminer par la chose suivante, par le dernier, toujours ce déshydratant. C'est dramatique cette histoire de déshydratation. C'est vraiment pas bon. Je ne vous le recommande pas. Alors, dans cette période extraordinairement turbulente, je prône un optimisme de combat. Particulièrement depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la France et l'Europe ont une carte à jouer pour attirer les talents et les investissements innovants. C'est désormais l'Europe et la France qui seuls incarnons pleinement la démocratie et la liberté. J'étais aux États-Unis en juillet. Les gens ont peur de parler aux États-Unis. Mes collègues américains de Harvard et d'ailleurs, ils ont peur de parler. Parce qu'ils savent qu'on va encore leur couper des crédits, qu'on va encore l'empêcher de prendre des étudiants étrangers, etc. On a peur de parler aux États-Unis en ce moment. Eh bien, le seul endroit au monde où on peut librement parler et où la démocratie et la liberté complète, c'est l'Europe. De même, le modèle social, c'est nous. Où est-ce qu'il y a un modèle social? On ne veut pas devenir comme les Américains. Le meilleur modèle social dans le monde, c'est européen. On peut améliorer notre modèle social, mais c'est quelque chose que le monde nous envie. Enfin, sur l'ambition environnementale, c'est nous qui la portons. Donc, démocratie, modèle social, environnement, ça nous donne un formidable potentiel pour accroître notre soft power dans le monde. Et à nous d'en tirer pleinement parti, mais pour cela, il faut que la France retrouve ses sens. On attend la France, vous voyez, l'Allemagne, elle est prête, l'Angleterre gouverne, et pour que la France puisse être ce pilier de l'Europe, il faut que cette crise budgétaire soit surmontée. Et moi, mon espoir, je sais qu'il y a Édouard et Bernard, eh bien que tous ensemble, on se dise, voilà, comme après la guerre, il fallait retrousser nos manches, eh bien qu'on se dise, ensemble, on va surmonter cette crise, parce qu'il faut que l'Europe se relève, et pour que l'Europe se relève, il faut que la France soit pleinement un pilier de l'Europe. Et si les gens s'entre-déchirent en France, on n'arrivera pas à endiguer ce déclin européen. Merci beaucoup.